Ma femme et sa famille m'ont enfermé hors de notre maison pendant une tempête de neige, riant par la fenêtre. Mort de froid, idiot sans valeur, j'ai attrapé André et je suis parti sans un mot. 3 jours plus tard, ma boîte de réception était inondée de 47 messages désespérés me suppliant. Vous savez, ce moment où vous réalisez soudain que tout votre mariage était un mensonge? Pour moi, il ne s'agissait pas de trouver des textes suspects ou du rouge à lèvres sur un col. C'était de voir ma femme depuis 5 ans saluer son frère à travers la fenêtre dépolie de notre salon pendant que je me tenais dehors par un temps négatif de 15 degrés, suppliant d'être laissé entrer dans ma foutue maison. Moi, 33 mois, je suis marié à Eleanor, 31 ans, depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Les 2 premières années ont été plutôt bonnes, pas parfaites, mais à qui appartient le mariage? Le problème a commencé lorsque le bail de ses parents a pris fin et qu'ils avaient besoin d'un endroit où dormir pendant quelques semaines. C'était il y a 18 mois. Depuis, c'est un languissement vers l'enfer. Au début, il s'agissait de petites choses, sa mère réorganisait notre cuisine sans rien demander, son père commentait constamment nos finances. Puis son frère, Autumn, 27 ans, a perdu sa situation de colocataire et a rejoint la fête. Il y a 3 mois, notre maison de 3 chambres comptait soudainement 5 adultés, d'une manière ou d'une autre, je suis devenu l'homme étrange dans ma propre maison. J'ai essayé d'en parler à Eleanor à plusieurs reprises, mais cela se terminait toujours de la même manière, des larmes, des accusations selon lesquelles je n'aimais pas sa famille et l'argument classique mais leur famille. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en parler et je me suis retiré dans le garage où j'ai pris des quarts de travail supplémentaires juste pour avoir un peu de paix. Ce n'est pas le mécanisme d'adaptation le plus sain, je sais, mais le recul est de 20/20. Peu importe. Jeudi dernier, tout a finalement atteint son paroxysme. Nous avions été frappés par une énorme tempête de neige, le genre de tempête dans laquelle les météorologues vous disent de rester à la maison ou de mourir. J'avais pris un poste supplémentaire, en partie pour les heures supplémentaires, en partie pour éviter la soirée de jeu hebdomadaire de la famille d'Eleanor, qui consistait principalement en des blagues intérieures auxquelles je ne participais pas. Mon quart de travail s'est terminé à 23 heures et les routes étaient absolument désolantes. Il m'a fallu presque 1 heure pour faire un trajet de 20 minutes. Je suis arrivé chez nous déjà épuisé et j'ai remarqué que toutes les lumières étaient allumées. Bizarre presque minuit, mais peu importe. J'ai marché péniblement dans la neige jusqu'aux genoux jusqu'à la porte d'entrée. Ma clé ne fonctionne pas. J'essaie à nouveau. Rien. Je vérifie, bonne maison, bonne clé. Je frappe. Attendez. Frappez plus fort. Enfin, je vois du mouvement à travers le verre dépoli. La lumière du porche s'allume et je vois Eleanor regarder par la fenêtre à côté de la porte. Le soulagement m'envahit jusqu'à ce que je vois son expression. Elle n'est pas inquiète. Elle est amusée. Je lui fais signe d'ouvrir la porte. Elle secoue la tête. Je suis confus, alors je l'appelle. Elle décroche mais ne dit rien. La porte est verrouillée et ma clé ne fonctionne pas, pouvez-vous me laisser entrer? Il fait froid ici. Ouais, à propos de ça, dit-elle d'une voix étrangement décontractée. Nous avons changé les serrures aujourd'hui. Et toi? Pourquoi ferais-tu ça sans me le dire? Autumn pensait que ce serait drôle, dit-elle. Je la regarde par la fenêtre, attendant la punch-clean. Il n'y en a pas, Eleanor, il fait moins 15 degrés et il y a 2 pieds de neige. Laisse-moi entrer. C'est alors que son frère apparaît à côté d'elle. Il tient une bière à la main et sourit comme s'il regardait sa comédie spéciale préférée. Désolé, mon frère, dit-il assez fort pour que je l'entende à travers la vitre. Aucun perdant n'est autorisé ce soir. Réunion à la maison. Famille uniquement. Je reste là, véritablement abasourdi. Je regarde Eleanor, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle dise à son frère de se taire, d'ouvrir cette foutue porte. Au lieu de cela, elle rit. En fait, il rit. Ses parents apparaissent derrière eux tous les deux, souriant. Son père lève son verre de vin pour porter un toast simulé. Eleanor, dis-je, ma voix tremblant maintenant, en partie à cause du froid, en partie à cause de la rage. Ce n'est pas drôle. Ouvre la porte maintenant. Peut-être que tu devrais aller rester chez un de tes amis, suggère-t-elle, comme si elle me disait d'aller chercher du lait au magasin. Nous avons une réunion de famille à propos de la situation de la maison. Je suis de la famille. Je suis ton mari, et c'est aussi ma maison. C'est à ce moment-là qu'Autumn se penche plus près de la fenêtre, son souffle embuant la vitre,
et prononce ces mots que je n'oublierai jamais, mort de froid, idiot sans valeur. Et Eleanor ne me défend pas. Elle n'a pas l'air gênée. Elle hoche la tête et rit. Puis elle lui fait un high five. Je suis resté là encore environ 30 secondes, mon téléphone à 2% de batterie, ma voiture à court d'essence, au milieu de la pire tempête de neige que notre région ait connue depuis des décennies. Quelque chose en moi vient de se briser ou peut-être s'est-il finalement réparé. Difficile à expliquer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé à la porte. Je me suis juste retourné, je suis retourné péniblement à ma voiture et je suis parti. Mon téléphone est mort avant que je puisse appeler quelqu'un. Les routes étaient désormais totalement impraticables dans certaines zones. J'ai réussi à trouver un restaurant ouvert 24 heures sur 24 qui avait encore du courant et je suis resté là à boire du café jusqu'au matin, utilisant leur téléphone pour appeler mon pote Brandon. Il a dit que je pouvais m'installer chez lui, sans poser de questions. J'ai passé les 3 jours suivants dans l'appartement de Brandon, complètement hors réseau. Pas de réseaux sociaux, aucun contact avec qui que ce soit de ma vie habituelle. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui s'était passé. Dimanche soir, j'ai enfin rechargé mon ancien téléphone. 47 messages. Ce n'est pas une exagération. 47 messages distincts sous forme de SMS, de messages vocaux et de DM sur diverses plateformes. Les premiers étaient en colère. Très mature, Atlas. Arrête de dramatiser et rentre à la maison. Maman et papa pensent que tu es ridicule. Puis inquiet, où logez-vous? Faites-nous simplement savoir que vous allez bien. Puis il a paniqué, Atlas, sérieusement, ce n'est plus drôle. Nous avons appelé tous tes amis. S'il te plaît, réponds. Les plus récents suppliaient carrément, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Je suis désolé, nous plaisantions juste. L'automne se sent très mal. Tout le monde est malade d'inquiétude. Mon préféré était celui de la mère d'Eleanor, nous n'avons jamais voulu que tu partes. S'il te plaît, reviens pour que nous puissions en parler en famille. En famille? La même famille qui m'a enfermé dans une tempête de neige mettant ma vie en danger et qui a ri en le faisant? Je n'ai jamais été du genre à faire des scènes ou des gestes dramatiques. J'ai toujours été le gars qui fait des compromis, qui essaie de maintenir la paix. Le type qui a laissé sa belle famille reprendre sa maison pendant 1 an et demi sans y mettre les pieds. Mais quelque chose a changé cette nuit-là, debout dans la neige, regardant ma femme se moquer de moi par la fenêtre. J'ai envoyé à Eleanor un seul message, nous devons parler. Retrouve-moi au Starbucks demain à midi. Viens seul. J'ai passé 3 jours à réfléchir à ce que je vais lui dire, à la suite, au fait que j'ai enfin vu mon mariage tel qu'il est réellement. Et j'ai réalisé quelque chose d'important, la vengeance ne se sert pas froide, elle est servie calculée. Première mise à jour, tout d'abord, putain de merde, je ne m'attendais pas à ce que mon dernier message explose comme ça. Mes notifications sont devenues complètement folles. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Honnêtement, la lecture de vos commentaires m'a aidé à me sentir moins folle de toute cette situation. Vous avez été très nombreux à poser des questions sur la réunion Starbucks et sur ce qui s'est passé pendant ces 3 jours où j'étais EMIA, alors voici la mise à jour que j'ai promise. Quand je suis parti de chez moi ce soir-là, mon esprit était complètement vide, à l'exception d'une pensée, ne les laisse pas te voir casser. Je suis resté assis dans ma voiture pendant peut-être 15 minutes, laissant simplement le chauffage fonctionner pendant que je regardais mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le tableau de bord. J'ai juste existé. Les routes étaient absolument dangereuses, comme voir des voitures abandonnées dans des fossés. J'ai réussi à trouver ce restaurant ouvert 24h24 appelé Mel's qui avait encore du courant. L'endroit était pratiquement vide, à l'exception de 2 camionneurs et de la serveuse qui avaient l'air de remettre en question ses choix de vie. J'ai commandé du café et je me suis assis dans un coin, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone est tombé en panne vers 1h du matin, ce qui était probablement le mieux. Je ne voulais pas voir les conneries qu'Eleanor ou sa famille pourraient envoyer par SMS. Je suis resté assis là jusqu'au lever du soleil, à boire le même café pendant des heures, pendant que la serveuse, elle s'appelait Joséphine, MVP total, continuait à le remplir sans me facturer de supplément. Le matin venu, j'ai emprunté le téléphone du restaurant pour appeler mon pote Brandon. Nous n'avions pas beaucoup traîné ensemble depuis que la famille d'Eleanor avait emménagé. Ils ne l'ont jamais aimé parce qu'ils les avaient un jour critiqués pour avoir monopolisé toutes les conversations lors de mon dîner d'anniversaire l'année dernière.
Brandon n'a pas posé de questions lorsque j'ai appelé. Il a juste dit, viens. Porte déverrouillée. Je vais préparer le petit déjeuner. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes. Pendant mon séjour chez Brandon, j'ai fait 3 choses essentielles. Premièrement, j'ai reçu un nouveau téléphone avec un nouveau numéro, j'ai gardé mon ancien pour surveiller les messages, mais je n'ai répondu à personne. L'ancien téléphone restait éteint la plupart du temps pour préserver la batterie puisque je n'avais pas apporté mon chargeur. 2. Je suis allé vérifier notre compte commun. Devinez quoi? Vide. Pas complètement, mais presque. Il restait $372 sur un compte qui contenait plus de $8000 la dernière fois que j'ai vérifié il y a environ 2 mois. J'ai vérifié l'historique des transactions. Eleanor transférait lentement de l'argent vers un compte que je ne reconnaissais pas depuis des mois. Au total, environ $7800 de notre argent ont disparu. Troisièmement, je suis allé à l'agence de notre banque et je suis entré dans notre coffre-fort pour sécuriser les documents importants, actes de naissance, titres de propriété de la voiture, etc. Heureusement, je les avais mis là avant que sa famille n'emménage, pour qu'ils ne puissent pas y toucher. Brandon a été incroyable à travers tout cela. Il m'a laissé m'asseoir sur son canapé, m'a écouté déclamer et m'a aidé à réfléchir aux prochaines étapes. Il m'a même laissé emprunter des vêtements puisque je n'avais littéralement rien d'autre que ce que je portais lorsque j'ai été en lockout. Le deuxième jour, je suis allé travailler et j'ai parlé de ma situation avec les RH, non pas par sympathie, mais pour m'assurer qu'Eleanor ou sa famille ne pourraient pas me causer de problème. Mon manager, Thomas, s'est montré étonnamment compréhensif. Il s'avère que sa sœur a vécu quelque chose de similaire avec son ex. Il a même proposé que la sécurité surveille au cas où il se présenterait à ma recherche. J'ai également rencontré un conseiller financier pour discuter des options permettant de séparer mes finances et de protéger le peu qu'il me restait. Ce n'est pas la consultation la moins chère, mais elle vaut chaque centime pour la tranquillité d'esprit. Le troisième jour, j'ai finalement allumé mon ancien téléphone pour voir ce qui se passait. Les gars, les messages. Les premiers correspondaient exactement à ce à quoi vous vous attendiez. 9h43 vendredi, Eleanor, très mature, Atlas. Quand comptez-vous rentrer à la maison? 11h27 vendredi, Eleanor, maman et papa pensent que tu es ridicule. Autumn dit qu'il plaisantait. 14h16 vendredi, la maman d'Eleanor, Atlas, ce comportement est inacceptable. Eleanor est très bouleversée. Puis, vers l'heure du dîner vendredi, le ton a changé. 18h32 vendredi, Eleanor, où séjournes-tu? Dis-moi au moins que tu vas bien. 19h14 vendredi, Eleanor, j'ai appelé Brandon, mais il a dit qu'il n'avait pas de nouvelles de vous. S'il vous plaît, répondez simplement par SMS. 20h45 vendredi, Eleanor, d'après ton travail, tu as appelé. Au moins, je sais que tu es en vie. Le samedi matin, mode panique totale. 7h13 samedi, Eleanor, Atlas, s'il te plaît, réponds. Ce n'est plus drôle. 7h14 samedi, Eleanor, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. 8h22 samedi, le papa d'Eleanor, fils, nous devons parler de ce qui s'est passé. Ce traitement silencieux ne résout rien. Le samedi après-midi, c'est le moment où ça est devenu vraiment intéressant. 13h44 samedi, Eleanor, nous avons déposé un rapport de personnes disparues, mais la police a dit que depuis que vous avez appelé le travail, elle ne peut rien faire. S'il vous plaît, rentrez à la maison. 14h33 samedi, Eleanor, ta sœur m'a appelé pour me demander où tu étais. Lui as-tu dit ce qui s'est passé? Fait amusant, je ne l'ai pas fait, mais ma sœur Dorothy a toujours vu clair dans les BS d'Eleanor. Dimanche, les messages arrivaient toutes les heures, de plus en plus désespérés. 9h14 dimanche, Eleanor, s'il vous plaît, rentrez à la maison, je suis désolé, nous plaisantions juste. 9h30 dimanche, la maman d'Eleanor, Atlas, nous n'avons jamais voulu que tu partes. S'il vous plaît, revenez afin que nous puissions en parler en famille. 10h17 dimanche, Eleanor, je t'aime. S'il vous plaît, revenez, je vais arranger ça. 11h45 dimanche, automne, mec, tout le monde panique. Faites-nous savoir que vous allez bien. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Le dernier message avant que je réponde provenait d'Eleanor à 14h17. Dimanche, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, rentrez à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé le message Starbucks.
Maintenant, à propos de cette réunion, j'ai spécifiquement dit, venez seul pour une raison. Devinez ce qu'Eleanor a fait? Elle s'est présentée avec tout son entourage, parents, frères, tout le cirque. Quand je suis entré et que je les ai tous vus assis là, j'ai failli repartir, mais j'ai décidé de jouer cool. Je me suis assis, j'ai regardé Eleanor directement dans les yeux et j'ai dit, nous avons convenu qu'elle viendrait seule. Bien sûr, elle a commencé à pleurer, disant qu'elle avait peur et qu'elle avait besoin de soutien. Sa mère a immédiatement dit qu'ils étaient tous inquiets pour moi et qu'ils voulaient juste m'aider. Je suis resté complètement calme et j'ai posé une question simple, où sont passés les $7 800 de notre compte conjoint? Leur expression n'a pas de prix. Eleanor balbutia quelque chose à propos des dépenses familiales d'urgence pendant que son père essayait de changer de sujet. Autumn a en fait eu l'audace de dire que j'étais égoïste à propos de l'argent dans un moment comme celui-ci. J'ai sorti des relevés bancaires montrant des retraits systématiques de fonds sur plusieurs mois, j'ai encore demandé à brûle-pourpoint, où est l'argent, Eleanor? C'est à ce moment-là qu'elle s'est effondrée et a admis que ses parents avaient des difficultés financières et qu'elle les avait aidés sans me le dire. Apparemment, ils avaient perdu beaucoup d'argent dans un plan d'investissement sommaire, mais ils ne voulaient pas me le dire parce qu'ils savaient que je porterais un jugement. Son père a commencé à se mettre sur la défensive, disant que je devrais être reconnaissant qu'ils vivent avec nous parce que leur expertise et leur relation étaient précieuses pour notre avenir. Quelle expertise? L'homme ne sait même pas comment utiliser Netflix sans appeler à l'aide. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai juste glissé un morceau de papier sur la table avec 3 exigences. Renvoyer tout l'argent dans les 48 heures. Ils quittent tous la maison en une semaine. Eleanor commence des consultations de couple avec moi si elle veut avoir une chance de sauver notre mariage. Sa mère a ri et a dit, nous n'allons nulle part. Cette maison est autant la nôtre que la vôtre. C'est à ce moment-là que j'ai joué mon atout. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la vidéo que j'avais prise de la nuit où ils m'ont enfermé dehors. Oui, j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer la dernière minute de cette interaction avant que mon téléphone ne s'éteigne. Audio cristallin d'Automne disant, mort de froid, idiot sans valeur, et Eleanor en riant. J'ai expliqué très calmement que si l'argent n'était pas restitué et s'il ne déménageait pas, cette vidéo serait envoyée à chaque membre de la famille, amis et lieu de travail d'Eleanor. J'ai également mentionné que j'avais déjà parlé avec un avocat à un petit mensonge, mais il n'avait pas besoin de le savoir à la fois du vol financier et des accusations potentielles liées à la mise en danger imprudente de la vie d'une personne lors d'une urgence météorologique déclarée par l'État. Le Starbucks est devenu très silencieux. Eleanor sanglotait. Sa mère bouillonnait. Son père avait l'air d'avoir vu un fantôme. Autumn regardait simplement son café. Je me suis levé, j'ai dit à Eleanor de me faire part de sa décision d'ici la fin de la journée et je suis sorti. C'était hier. Ce matin, j'ai vérifié mon compte. $7 800 avaient été déposés. J'ai également reçu un SMS d'Eleanor disant que sa famille serait sortie vendredi et lui demandant si nous pouvions parler en privé. Je n'ai pas encore répondu. Je suis encore en train de réfléchir à mes prochaines étapes, mais j'ai établi des liens avec la tante d'Eleanor, Dorothy, le mouton noir de la famille qui a été expulsé il y a des années. Elle m'a informé de la longue histoire de comportements similaires de la famille avec les autres. Il y a beaucoup plus à raconter dans cette histoire, y compris ce que je prévois de faire à propos du mariage lui-même, mais cet article est déjà trop long. Je mettrai à jour à nouveau après vendredi une fois que je verrai s'il déménage réellement. Une chose est sûre, je ne redeviendrai jamais le paillasson sur lequel il s'essuyait les pieds pendant des années. Le vieil Atlas est mort de froid cette nuit-là dans la neige. Celui qui s'en est allé est quelqu'un d'autre. Enfin, mise à jour, première chose que j'ai remarqué en rentrant chez moi vendredi dernier, ils avaient complètement réorganisé les meubles du salon. Jean, qui fait ça en sortant? Le canapé était contre un autre mur. Le meuble télé était dans un angle étrange, et mon fauteuil inclinable préféré au celui dont Eleanor se plaignait toujours a été poussé dans un coin comme une sorte de punition. Un geste final tellement insignifiant, mais bizarrement, ça m'a fait rire. C'était mon premier vrai rire depuis des semaines. Merci pour tout le soutien sur mes messages précédents. Lire vos commentaires, c'est comme avoir des milliers d'amis qui se soucient vraiment de moi. Quelque chose que je n'avais clairement pas. Pendant un bon moment, en tout cas, attachez votre ceinture car il s'est passé beaucoup de choses depuis ma dernière mise à jour. En fait, ils sont partis jeudi, un jour plus tôt, ce qui m'a immédiatement rendu méfiant.
La famille Delelanard ne fait jamais rien plus tôt que prévu, ils sont du genre à exploiter jusqu'à la dernière seconde un délai et à demander ensuite une prolongation. J'ai demandé à Brandon de venir avec moi pour vérifier l'endroit en premier, juste au cas où il l'aurait saccagé ou quelque chose du genre. La maison était bizarre où elle n'était pas détruite, mais ce n'était certainement pas la façon dont je l'avais laissée. Outre le réagencement des meubles, j'ai trouvé des petites surprises. Le thermostat était réglé à 63 degrés, et Delelanard sait que je l'aime à 68 degrés. Toutes les photos de famille avaient été supprimées, mais seulement nos photos de mariage. Ma PlayStation était toujours là, mais toutes mes données de jeu sauvegardées avaient été supprimées au petit AF. Le réfrigérateur avait été complètement vidé, il ne reste même plus de condiments. Quelqu'un avait remplacé toutes les ampoules par des ampoules blanches et dures que je déteste. Rien ne vaut la peine d'appeler les flics, mais certainement un majeur passif-agressif en sortant. Le plus étrange fut de trouver une lettre d'Delelanard sur le comptoir de la cuisine. Pas un mot d'au revoir ou des excuses ou une putain de facture. Elle avait détaillé sa part des dépenses du ménage au cours des 5 dernières années, avec une note disant que nous étions désormais à égalité pour les 7800 $. En fait, j'ai pris une photo et je l'ai publiée sur ma story Instagram. Les commentaires étaient sauvages. J'ai envoyé un texto à Delelanard pour lui demander de se retrouver au parc local le lendemain, en territoire neutre, dans un lieu public, aucune chance qu'elle ramène à nouveau tout le cirque. Elle a immédiatement accepté. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait l'air différente. Pas seulement triste ou stressée, mais plus petite d'une manière ou d'une autre, comme si quelqu'un lui avait laissé échapper son air. Elle a commencé à pleurer avant même que je m'assoie sur le banc. Cette fois, ses larmes ne m'ont pas ému du tout. C'est fou comme ça marche. Voir quelqu'un pleurer me transformait en une machine à s'excuser instantanément. Maintenant, j'attendais juste qu'elle se ressaisisse. La conversation qui a suivi a été étonnamment calme. Elle a admis que sa famille la contrôlait depuis des années, mais aussi qu'elle les laissait faire. Les transferts d'argent, il s'avère que ses parents avaient investi dans une crypto-monnaie sommaire qui a fait faillite. Cela faisait des mois qu'ils la culpabilisaient sur la façon dont ils s'étaient installés pour nous aider, alors nous devrions les aider aussi. La nuit du lockout était apparemment l'idée d'Autumn d'un test de fidélité. Il avait convaincu Delelanard que j'étais trop indépendante et que j'avais besoin d'être remise à ma place. Le changement de serrure était censé être temporaire, histoire de me donner une leçon sur le respect de la hiérarchie familiale. Oui, il a effectivement utilisé le terme « hiérarchie familiale ». Qu'est-ce que c'est, Game of Thrones? Delelanard a juré qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il me garderait dehors toute la nuit, surtout pendant la tempête. Elle a affirmé qu'elle s'était disputée avec eux après mon départ, mais qu'elle n'avait pas le courage de leur tenir tête quand cela comptait. J'ai posé la seule question qui me brûlait l'esprit, l'un de nos mariages était-il réel, ou étais-je simplement un guichet automatique et un fournisseur de logements pratiques pour sa famille? Sa réponse était compliquée. Elle a dit qu'elle m'aimait mais a admis qu'elle m'avait choisi en partie parce que j'étais stable et facile à influencer. Ces mots exacts, je savais que tu ne me dirais jamais non si je pleurais assez. D'une certaine manière, cela a frappé plus durement que le lockout. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Elle ne parut pas surprise. Je lui ai juste demandé si elle pouvait faire quelque chose pour me faire changer d'avis. J'ai dit non. Vous vous souvenez de la tante Dorothy Delelanard dont j'ai parlé? Il s'avère qu'elle a été expulsée de la famille pour des raisons similaires il y a des années. Elle a refusé de laisser les parents Delelanard contrôler ses finances et ses choix de vie. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois, lors de notre mariage, et les parents Delelanard avaient veillé à ce que nous ne passions pas beaucoup de temps à parler. Lors de ma disparition, j'avais retrouvé Dorothy sur Facebook et je l'avais contactée. Elle m'a raconté la longue histoire de manipulation financière et de chantage émotionnel de la famille. Ce qui m'est arrivé n'était pas un incident isolé, c'était leur schéma. Dorothy a suggéré quelque chose de génial, les affronter tous en même temps lors de leur grand dîner de famille mensuel. Elle avait renoué avec certains membres de sa famille élargie qui étaient également fatigués de la manipulation des parents Delelanard mais qui avaient trop peur pour s'exprimer. Alors dimanche dernier, je me suis présenté à l'improviste chez les grands-parents Delelanard lors de leur dîner mensuel. Dorothy est venue avec moi pour me soutenir moralement. L'expression sur le visage de chacun lorsque nous sommes entrés ensemble était inestimable. La mère Delelanard s'est en fait étouffée avec son vin. Son père est devenu pâle. Autumn a essayé de partir, mais sa petite amie, que j'avais toujours aimée, l'a obligée à rester sur place. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène.
J'ai simplement tout exposé calmement, le lockout, l'argent volé, les années de manipulation. J'ai joué la vidéo de se moquant de moi dans la neige. Ensuite, Dorothy a partagé son histoire, qui reflétait étrangement la mienne. La famille élargie n'avait aucune idée de tout cela. Les grands-parents d'Eleanor étaient horrifiés. Ses cousins envoyaient furieusement des SMS, mettant probablement à jour leurs discussions de groupe en temps réel. Son oncle Robert s'est en fait levé et a déclaré qu'il avait subi un traitement similaire il y a des années, mais qu'il pensait qu'il était le seul. Un par un, les membres de la famille ont commencé à partager leurs propres histoires de manipulation par les parents d'Eleanor. C'était comme regarder des dominos tomber. Des années de ressentiment refoulés ont éclaté. La meilleure partie, Autumn a finalement craqué sous la pression et a admis que m'exclure avait été une décision calculée pour me repousser définitivement. Sa petite amie l'a larguée sur place et lui a demandé si elle pouvait rentrer chez elle avec moi et Dorothy. Nous avons dit oui, évidemment. Les parents d'Eleanor ont tenté de reprendre le contrôle. Son père s'est en fait levé et a crié que tout le monde devait se calmer et que je manipulais la situation. Personne ne l'a acheté. Sa mère a essayé de blâmer Eleanor pour avoir mal géré la situation. Cela s'est retourné contre eux de façon spectaculaire lorsqu'Eleanor leur a finalement tenu tête. Elle leur a dit qu'elle avait fini d'être leur marionnette et qu'elle avait perdu son mariage à cause de leur manipulation. En fait, elle a jeté son téléphone sur son père et a dit qu'elle les bloquait tous jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'aide d'un professionnel. Je ne suis pas resté pour le reste des retombées. J'ai dit mon article, j'ai aidé Dorothy à renouer avec les membres de sa famille qu'il appréciait réellement et je suis parti la tête haute. C'était il y a 2 semaines. Depuis, les actes de divorce ont été déposés. Eleanor n'a rien contesté. J'ai complètement repensé la maison, nouvelle peinture, nouvel agencement des meubles, et j'ai même récupéré un chien du refuge. Un mélange de chill pit nommé Banjo qui aime mon fauteuil inclinable autant que moi. Les parents d'Eleanor ont apparemment quitté la ville pour rendre visite à des proches, c'est-à-dire pour se cacher de la honte familiale. Autumn a été licencié de son travail pour des raisons indépendantes. Le karma est un astérisque. Dorothy et moi sommes devenus de bons amis. Elle a été d'un soutien incroyable dans tout cela. J'ai renoué avec des amis que la famille d'Eleanor avait repoussés. La partie la plus étrange? Eleanor est passée hier récupérer ses dernières affaires. Elle semblait différente, plus elle-même, quoi que cela signifie. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle avait emménagé temporairement chez son cousin. Elle s'est encore excusée, non pas pour essayer de me récupérer, mais parce qu'elle le pensait sincèrement. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé ce qui aurait pu se passer si elle avait retrouvé sa colonne vertébrale il y a des années, mais ce moment est passé rapidement. Certains ponts, une fois incendiés, devraient rester en cendres. Cela fait exactement 1 mois que je suis resté figé dans cette tempête de neige, à regarder ma femme se moquer de moi à travers une fenêtre. Ma vie est complètement différente maintenant. Pas parfait. Mon évier fuit et je n'ai toujours pas compris comment bien cuisiner moi-même, mais c'est à nouveau le mien. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, mais pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment hâte de le découvrir.